Radio Ici et Maintenant 95.2, en compagnie de David Dennery, rédacteur en chef de la revue Nexus. On va maintenant aborder la conscience. Il titrait récemment « La conscience n'est pas le produit du cerveau ». Les cardiologues, les biologistes, les neurologues le démontrent. On va, avant de retrouver donc David Dennery, demander à Alex de nous lire un extrait de la revue Nexus du mois précédent. En 1991, Pam Reynolds subit une intervention chirurgicale à l'Institut neurologique Barrow, à Phoenix dans l'Arizona. Cette intervention, appelée en anglais Stand Still, visait à faire l'ablation d'un anévrisme géant situé dans le tronc cérébral, siège des fonctions vitales et menaçant la vie de la jeune femme alors âgée de 35 ans. Durant cette intervention, qui dura près d'1 heure, pas une goutte de sang ne circula dans son cerveau, car la moindre pression sanguine à l'intérieur de l'anévrisme pouvait être fatale. Comme cet organe ne peut être privé d'oxygène pendant plus de quelques minutes, le cerveau de Pam Reynolds fut plongé en hypothermie à 15,5 degrés Celsius, puis vidé de son sang. Au cours de cette intervention, l'activité électrique de son cerveau fut enregistrée à l'aide d'un EEG, électroencéphalogramme. De plus, on monitora ce qui se passait dans le tronc cérébral par l'entremise de potentiels évoqués auditifs. Il fut ainsi possible de montrer que les ondes cérébrales de Pam Reynolds étaient plates et son tronc cérébral inactif. En d'autres termes, cette dernière était cliniquement morte et son cerveau ne fonctionnait plus. Toutes les activités de base du cerveau ainsi que les fonctions supérieures avaient cessé. Chose remarquable, tandis que son cerveau n'était plus fonctionnel, Pam Reynolds vécut une EMI au cours de laquelle elle perçut la scie à trépaner que tenait le neurochirurgien et la boîte contenant ses accessoires, ainsi que le dialogue entre le neurochirurgien et le cardiologue. Le rapport enregistré de l'intervention a permis de vérifier et de situer dans le temps le moment précis de ces éléments. Ce rapport a démontré une acquisition d'informations objectives. Voici un extrait du témoignage qu'elle fit au docteur Sabom. J'ai entendu un bruit mécanique. Ça m'a fait penser à la fraise du dentiste. C'était comme si le bruit me poussait, et finalement, je suis sorti par le haut de ma tête. Dans cet état, j'avais une vision extrêmement claire de la situation. J'ai remarqué que mon médecin avait un instrument dans la main qui ressemblait à une brosse à dents électrique. Il y avait un emplacement en haut, ça ressemblait à l'endroit où on met l'embout. Mais quand je l'ai vu, il n'y avait pas d'embout. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu une boîte. Elle m'a fait penser à la boîte à outils de mon père quand j'étais enfant. À peu près au même moment où j'ai vu l'instrument, j'ai entendu une voix de femme. Je crois que c'était la voix de ma cardiologue. Et la voix disait que mes veines étaient trop étroites pour évacuer le sang et le chirurgien lui a dit d'utiliser les deux côtés. Je ne suis pas resté là plus longtemps, j'ai soudain senti une présence, et quand je me suis retourné, j'ai vu un minuscule point lumineux. Il semblait très très éloigné. Et quand je m'en suis approché, j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Je suis aussitôt allé vers elle, et elle m'a gardé tout près d'elle. Et plus je me rapprochais de la lumière, plus je commençais à voir des gens que je reconnaissais. J'étais impressionné par le fait que ces gens avaient l'air merveilleux. Ma grand-mère n'avait pas l'apparence d'une vieille femme. Elle était radieuse. Tout le monde avait l'air jeune, sain et fort. Je dirais volontiers qu'ils étaient de la lumière, comme s'ils portaient des vêtements de lumière, ou comme s'ils étaient faits de lumière. Je n'ai pas été autorisé à aller très loin. Ils me gardaient près d'eux. Je voulais en savoir plus sur la musique, sur le bruit d'une chute d'eau, sur les chants d'oiseaux que j'entendais et savoir pourquoi ils ne me laissaient pas aller plus loin. Ils ont communiqué avec moi. Je n'ai pas d'autres mots pour exprimer cela, car ils ne parlaient pas comme vous et moi. Ils pensaient et j'entendais. Ils ne voulaient pas que j'entre dans la lumière. Ils disaient que si j'allais trop loin, ils ne pourraient plus me relier à mon moi physique. Puis mon oncle m'a ramené en bas, à travers le tunnel. Pendant tout le voyage, j'ai intensément désiré retourner dans mon corps. Cette idée ne me posait pas de problème. Je désirais revenir vers ma famille. Puis je suis arrivé à mon corps et je l'ai regardé.
Et franchement, il avait l'air d'une épave. Il avait l'air de ce qu'il était, mort. Et je n'ai plus voulu y retourner. Mon oncle m'a communiqué que c'était comme sauter dans une piscine. J'étais réticente à le faire. Et puis il s'est passé quelque chose que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Il a accéléré mon retour dans le corps en me donnant une sorte de coup. Comme quand on pousse quelqu'un dans la piscine. Et quand j'ai touché le corps, c'était comme un bassin d'eau glacée. Bien, David, ce témoignage de Pam Reynolds que vous faites figurer au sein du dossier consacré à la conscience illustre bien l'enjeu. Vous avez piloté ensemble ce dossier, donc ayant vu la chose de près et étant particulièrement intéressé au sujet, je crois. David, comment progresse la recherche actuellement pour nous montrer que la conscience n'est pas le produit du cerveau? Depuis le colloque de Martigues, qui a été un petit peu au départ de la décision de ce dossier rédigé par Pierre-Alain Grevet, qui se penche sur ces questions-là depuis de nombreuses années, les choses suivent leur cours, les études continuent, on n'a pas d'actualité réelle parce que les études ne sont pas encore finies, mais en neurobiologie, en neurochimie du cerveau, cela ouvre des portes fabuleuses. Mais je dirais que c'est surtout en termes de conscience que nous avons de nous-mêmes et de nos sociétés et en termes d'espoir que cela donne pour tous ceux qui subissent un deuil, que cela apporte énormément, comme je le disais tout à l'heure. C'est un thème que nous avons choisi de traiter parce que sur la peur de la mort se basent toutes nos peurs et qu'à partir du moment où on sait que la mort ne constitue plus une fin irrémédiable à notre existence, à l'existence de la conscience de nous-mêmes, à partir de là, on peut beaucoup mieux vivre. Mais évidemment, si on pense que la vie se termine, que c'est juste avec un début et qu'on est tous condamnés à disparaître en termes d'identité, hein, et ben on est tenté quand même de se dire, bah écoutez, hein, après moi le déluge, autant que j'en profite le plus possible en attendant, quitte à ce que ça la coûte aux autres, quitte à être nuisible, de toute façon ça n'aura aucune conséquence, on va disparaître et après il n'y aura rien. Alors que la chose est extrêmement différente à partir du moment où on sait que notre identité va continuer son voyage, voire même qu'elle va peut-être devoir affronter les conséquences de ses actes vis-à-vis d'autrui, et que même d'ailleurs pour la dimension qui est celle de la conscience décorporée, autrui n'est plus tout à fait autrui non plus. Donc à partir de là, toute velléité de nuire à l'autre, que ce soit au cours d'une guerre ou au cours de quelques conflits même personnels, s'en trouve largement évincée. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment traiter ce thème. Or, depuis que Raymond Moody avait inventé le terme d'expérience de mort imminente, il y a 30 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, effectivement, dans le cadre d'études médicales, scientifiques, qui démontrent que, effectivement, même quand... Alors, on peut toujours dire qu'il ne s'agit pas de la mort, puisque les gens en reviennent pour témoigner de quelque chose, donc effectivement, ils ne sont pas complètement morts. Toutefois, David, ils sont morts. Cliniquement, il faudrait s'entendre sur les termes. On nous dit que la mort doit être considérée comme le moment où l'électroencéphalogramme est plat. Dans le cas de Pam Reynolds, il est plus que plat. Son cerveau est tombé à 15 degrés de température. Donc, elle est revenue de la mort, mais en se basant sur la définition officielle qu'on nous en donne. Bien sûr, elle était effectivement on ne peut plus morte, puisque pendant 1 heure, sa température était descendue à 15 degrés, que son activité cérébrale, non seulement du cortex supérieur, était complètement plate, mais celle également de l'hypothalamus, qui commande les fonctions automatiques, comme la respiration, que son cœur ne battait plus non plus, évidemment, puisque de toute façon, son corps avait été vidé de son sang. Donc, et oui, Didier, plus mort que ça, je ne vois pas comment on peut l'être. Alors qu'on nous donne une autre définition de la mort, mais je souhaite bon courage au comité d'éthique. Ils vont avoir des petits soucis, oui, effectivement. Et puis, quant au pseudo, effectivement, argument qui voudrait que ces gens-là aient des hallucinations provoquées par la neurochimie, encore une fois, il n'y a plus de neurochimie du tout dans son cas. Hein, rien de possible, en tout cas, de ce point de vue-là. Et puis quand ces hallucinations collectives témoignent de choses dont ils ne peuvent pas avoir eu connaissance, puisque leur conscience, si elle avait été produite par le cerveau, ne pouvait
existait, puisque le cerveau n'était plus en activité. L'électroencéphalogramme était plat. Quand ils reviennent en témoignant de choses qui sont parfaitement vérifiables, de ce qui s'est passé dans la salle d'opération, ou même des pensées qu'ont pu avoir les gens, leurs proches, dans les salles d'attente, ou plein de petits détails peut-être anodins, mais en tout cas dont ils ne pouvaient absolument pas avoir conscience, c'est la preuve par 9 que la conscience n'est pas le produit de la matière et de la biologie du cerveau, mais que le cerveau est tout simplement un transpondeur, comme un disque dur qui reçoit l'information, mais l'information elle-même est libre de ce transpondeur. Voilà. La conscience n'est pas localisée ni dans l'espace ni dans le temps, elle est hors temps, hors espace. Et à ce propos, il y a une contribution à remarquer dans votre dossier, c'est celle qui m'a beaucoup intéressé de Mario Beauregard, oui, lequel est chercheur en neurosciences du département de psychologie et de radiologie de l'Université de Montréal. Oui. Lui est très clair là-dessus, mais il souligne aussi les obstacles et les réticences de ce milieu dit scientifique. Ben oui, parce qu'on en est encore, effectivement, malgré tout, dans un paradigme scientifique qui est basé sur la matière, chose qui paraît d'ailleurs incroyable dans d'autres domaines, comme celui de la physique quantique, aussi. Puisque pour la physique quantique qui observe l'infiniment petit, et on consacre assez souvent des articles aussi qui abordent les choses sous cet angle, la matière subatomique ne répond pas aux règles du macroatomique, mais pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme une mécanique, mais au contraire, justement, ça ressemble bigrement aux lois qui sont les lois de la conscience et les lois de l'esprit, où on retrouve beaucoup de choses contenues dans les philosophies orientales ou des grands mystiques en tout cas. Mmh. Oui, effectivement. Le dossier est passionnant, il est alimenté aussi. Tu citais Raymond Moody il y a 30 ans, mais entre-temps il y a eu Melvin Morse et la Divine Connexion. Oui. Bon, la place manquait peut-être pour revenir sur Morse, à moins que vous l'ayez fait, vous l'ayez traité dans un numéro très antérieur. Bref, les recherches de Melvin Morse comptent également lorsqu'il entend que nos ressentis, nos émotions, etc., tout cela se trouve stocké dans un ailleurs distinct de l'emplacement identifié comme notre cerveau. C'était aussi par manque de moyens, mais c'est vrai que ça demandait aussi de fouiller un peu plus loin, parce que Melvin Morse c'est un petit peu en tampon entre ces deux conceptions radicalement différentes de notre nature et de la nature de la réalité, et de ce qu'est la matière, puisque lui, parle beaucoup d'une zone temporale droite du cerveau, et là-dessus, les matérialistes peuvent tout de suite, effectivement, lui emboîter le pas en disant que, oui, effectivement, c'est dans cette zone, et que c'est cette zone qui est le siège d'un certain type de conscience mystique et d'expérience mystique. Or, la démonstration que nous cherchions vraiment à faire, c'était que le cerveau n'était pas le siège de la conscience, et que la conscience, c'était autre chose. Voilà. Mais pour Morse, si j'ai bien lu, le lobe temporal droit n'est que la passerelle vers la connexion divine connexion, telle qu'il la... Tout à fait. Et ce genre de discours qui peut très bien passer aux États-Unis ou dans le public anglo-saxon est plus difficilement défendable chez nos intellectuels français, beaucoup plus cartésiens. C'est pour ça qu'on a préféré laisser un petit peu de côté, puis aussi parce qu'il n'y avait pas une actualité énorme à ce moment-là. Melvin Morse avait déjà écrit son livre quelques années auparavant. Tout à fait. Alors par contre, un coup de projecteur important est donné sur la personne de Sylvie Détiolas, cette Genevoise qui mène une recherche très pointue mais ardue également, qui se prolonge sur plusieurs mois et dont elle ne peut pas vraiment communiquer les résultats même intermédiaires. Elle semble en très bon chemin, elle aussi. Oui, Sylvie Détolias fait un travail remarquable. Effectivement, on n'a pas encore les résultats de son étude qui prendra probablement encore quelques mois, voire quelques années. Elle a une démarche extrêmement rigoureuse de la biologiste moléculaire de formation qu'elle est. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'elle ne tombe pas dans la tentation de l'angélisme qui est très courant dans le domaine des expériences de mort imminente. On manquait de place, à vrai dire, pour se faire l'écho dans ce dossier de ça, et je profite de l'antenne pour compléter un petit peu le dossier, puisqu'elle tenait vraiment à faire passer le message que toutes les expériences de mort imminente ne sont pas toujours faciles à vivre, ni faciles en termes de conséquences à assumer,
car le monde de la personne qui vit cela est complètement bouleversé de A à Z. Tout est renversé, tout bascule, et tous ceux qui ont l'occasion de vivre cela ne s'en sortent pas toujours au mieux. De la même façon que toutes les expériences de mort imminente ne sont pas toujours extrêmement agréables, que la conscience peut visiter des sphères qui ne sont pas toujours baignées de lumière et d'amour, comme pourtant en témoignent la plupart des gens. Il peut arriver que la conscience traverse aussi des enfers Intérieur. Et c'est arrivé, ça arrive, et ça peut représenter un vrai traumatisme également. Donc attention, il ne s'agit pas non plus d'expériences à rechercher en prenant des drogues ou par quelque moyen excessif que ce soit. Nous avons tenu à nous borner simplement aux expériences qui se situaient dans le cadre très précis d'un arrêt cardiaque, d'un arrêt des fonctions et de l'activité cérébrale, pour vraiment être dans cette ligne que nous nous étions fixés, de démontrer la nature de la conscience, du phénomène de la conscience. Alors un dossier sur le DMT, c'est pour plus tard. Oui, tout à fait, oui. Où on risque de retrouver aussi des mondes d'êtres d'apparence alien, si l'on en croit Terence McKenna, mais c'est autre chose. Oui, on peut se dire que les dimensions de l'esprit sont effectivement assez nombreuses, et que, à ce titre d'ailleurs, là aussi, on rejoint effectivement tout ça. Il y a des liens, il y a des entrelacs de causes et d'effets entre tous ces domaines, d'où le titre de Nexus, et qu'effectivement, même les personnes qui manipulent le pouvoir politique aujourd'hui sur la planète ont certainement eux-mêmes affaire à des manipulateurs dont l'origine n'est pas forcément très humaine. Le thème de l'intelligence extraterrestre concerne de très près, et là aussi c'est un thème récurrent que nous aimons traiter, qui est celui de l'origine de l'humanité, et d'explorer une troisième voie en dehors de l'évolutionnisme qui ne répond pas du tout, ou plus du tout, en tout cas si on est un petit peu rigoureux intellectuellement à ce que l'on observe sur le terrain. Quant à ce que cherche à nous imposer le créationnisme, je crois que c'est même pas la peine de l'évoquer, tellement cela laisse peu de part à l'intelligence. Au moins ça s'est tranché. Bien, nouvelle pause musicale, on retrouve David Daneri sur Ici et Maintenant dans un court instant. À tout à l'heure. Moi, j'ai pas eu d'expérience, mais j'aimerais bien en avoir une par rapport à ma maman qui est partie, et j'aimerais bien qu'elle vienne. Donc, je sais pas, on verra bien dans l'avenir. Et par l'intermédiaire de M. Roussel, vous espérez quelque chose aujourd'hui? Oui, j'espère qu'il va me faire passer un message. Vous avez apporté une photo? Oui. Vous pouvez nous la montrer? Oui, bien sûr. Moi, le père Roussel m'a Voilà ma maman qui est partie le jour de l'ascension. Depuis que je suis petit, moi je vois tous ceux qui sont partis de l'autre côté, et je vis au quotidien comme ça. Voilà. Par exemple, je fais une référence à un film qui est un film de science-fiction pourtant, qui s'appelle Sixième Sens. Ça vous parle? Je ne l'ai pas vu. Ce qui me parle, c'est Ghost. Parce que Ghost, on se demande toujours comment ça fonctionne la mort. Et bien dans Ghost, on le voit qui sort de son corps, et on voit un rayon de lumière qui est le corps spirituel. Et ça fonctionne comme ça. Voilà. Il faut qu'elle vienne me faire un message, il faut qu'elle vienne me donner l'heure exacte. Une preuve. Je veux une preuve. C'est bon. On va passer à l'expérience de médiumnité. J'ai bien insisté que ce n'est pas de la voyance, qu'il ne se passe rien, il n'y a rien à voir, il y a juste qu'à écouter. Voilà. Ce n'est pas moi qui vais décider, ce sont les personnes qui sont devenues invisibles qui vont venir vous donner des messages. Voilà. J'ai une jeune fille en survêtement rouge. C'est votre fille? Il y en a deux de l'autre côté. Hein? Parce qu'ils sont ensemble. Hein? Ils sont partis la même année ou à quelques... La même année, ils sont tous les deux ensemble comme ça. Vous leur parlez tous les jours. Hein? Parce que... Alors, c'est votre jeune fille qui me dit qu'est-ce que tu es bavard, qu'est-ce que ça me fait plaisir, mais je ne peux pas répondre à toutes tes interrogations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis bien, hein, et que je ne sais pas quand elle est partie si elle faisait des études ou de la recherche, mais de l'autre côté de la recherche,
Scientifique ou de la recherche Religion, Ok, métaphysique. d'accord. Parce qu'elle me dit de l'autre côté, je suis dans des bibliothèques, donc on appelle ça des annales akashiques en mots très compliqués, mais elle est dans des bibliothèques où elle fait de la recherche spirituelle sur le sacré, elle me donne. D'accord, voilà. Il y a combien de temps qu'il est parti? Un an? 25 octobre. 25 octobre. De cette année, la lettre J correspond à qui? Son prénom. C'est son prénom, c'est Jean? Jean-Pierre? Jacques. Jacques, ok. Et puis il y a plusieurs J. Non, non, mais moi aussi j'en ai plein des J. Non, non, mais qui l'entourent. Qui l'entoure, mais voilà. Il demande des prières, madame, il a besoin de s'élever. Voilà. Vous êtes allé le voir à l'hôpital? Hein? Et oui, parce qu'il me dit, je te remercie de ton accompagnement, parce que quand tu me caressais les mains, ça me faisait énormément de bien. Voilà. Et qui est Chantal? C'était une aide à domicile Voilà, qui l'a très très bien soigné. Et il l'embrasse de là-haut. D'accord, voilà. J'ai un monsieur qui s'appelle Albert, qui est décédé. Il était, je pense qu'il était égyptologue, ou qu'il a parlé de l'Égypte, ou qu'il a écrit sur l'Égypte. Il peut voir des tas de bouquins, ça marque pour qui, ça? Oui. L'Égypte, ça marque sur ce monsieur? Oui. Il a écrit des livres, il a fait des écrits. Il était élégant, ce monsieur? Oui. Je l'ai en costume, comment on dit, prince de Galles. Il était toujours en prince de Galles ou pas? Ou c'est simplement aujourd'hui qu'il se met comme ça? 80%. Parce qu'il est en prince de Galles comme ça, mais prince de Galles avec une rayure rose à l'intérieur du tissu, une rayure bleu ciel, c'est ce qu'il me montre. Il est à côté de vous. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est pendu autour de vous il y a quelques années? Non, non. Il y a 7 ou 8 ans, je pense. Non? Non, pas entendu parler? Non. Alors c'est pas pour vous, c'est dans le fond là-bas. Mais c'est pas pour vous. À côté, madame? La dame qui est à côté de la dame. Elisabeth, bousculez votre voisine, la claque. Voilà. Oui. Non, j'ai effectivement un oncle qui s'est pendu il y a 4 ans. D'accord, il est arrivé en même temps, il est à côté de vous. Hein, il est sur le champ en même temps. Hein. C'était un oncle que vous connaissiez bien? Très bien, ouais. Voilà. Il dit j'en pouvais plus. Ouais, Voilà. ouais. Il dit alors le paradis, l'enfer, il dit tout ça, pour moi j'ai rien vu de tout ça. Il dit moi je n'en pouvais plus, je suis parti et j'ai fait mon bonhomme de chemin, j'avais accompli ma vie. Hein, voilà. Donc j'ai pas souffert. Voilà. Moi je vois un défunt, je donne pas le message pour la personne, il va me suivre derrière moi en me disant pourquoi tu l'as pas donné. Donc ça suit pendant 1 heure à peu près. Donc il va prendre le métro, il va me suivre avec le métro. Ou quelquefois ils arrivent avant les gens. C'est-à-dire à 14h30, ils vont déjà être là en me disant « Moi, je veux passer le premier, moi, je veux passer le premier. » Donc, on pose des photos, et s'ils ne sont pas sur la table, je fais comme j'ai fait en direct. Je dis au fond, là-bas, il y a quelqu'un, voilà. Donc, ils suivent. Ils sont comme vous et moi, dans leur corps spirituel, et ils vivent. La dame qui a... C'est en Bordeaux, oui. Je vais quand même venir sur vous, parce que j'ai votre papa qui est là. Ah ouais. Hein. Voilà. Il arrive... vous l'avez bien connu ou pas? Mal connu. Mal connu. Mais à la fin de sa vie, vous l'avez connu? Sa fin de vie a été terrible. Oui, non, mais c'est moi qui vais vous le dire ça. Mais est-ce que vous l'avez vu physiquement? Oui. Hein, parce qu'il arrive doucement comme ça, avec des difficultés à marcher, pas en boitant comme ça. Et il dit je suis parti douloureusement. Hein. Mais il me dit une fois que je suis passé de l'autre côté, ça a été quand même. Hein. Et il vient pour vous aujourd'hui, pour vous demander pardon. Hein, voilà. Pour le pardon. Et vous, faut essayer de pardonner, c'est ce que vous faites comme vous voulez, mais ouais, il vient comme ça, d'accord? Voilà. C'est un monsieur que vous avez posé sur la table? Hein? C'est qui? C'est votre... C'est un monsieur que je me suis occupé jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Alors, il va passer, hein? Et c'est douloureux ce qu'il me dit. Il va passer, ce monsieur, le monsieur que vous êtes occupé jusqu'à la fin de... Il va très bien, hein? Donc il va certainement venir pour vous remercier, mais c'est ce monsieur qui a envoyé votre papa. Parce qu'il se met entre vous deux. Je suis obligé de vous le dire. Hein. Sinon, après, quand je rentre chez moi, il me suit dans la rue, il me dit pourquoi tu n'y as pas dit, pourquoi je dit. Parce que après cette douleur que vous subissez là, après vous allez voir, il y a une paix intérieure qui va tomber. D'accord? Voilà. Vous avez une question? Ben, c'était surtout pour ça. Et je voudrais savoir si vous avez eu mon père, si justement il a retrouvé ma mère aussi. Vous êtes prêt à gérer la réponse? Ah oui. Il me dit on s'est croisés. Et il fait quel gâchis. Ah oui, on peut le dire. Voilà. Elle est partie il y a combien de temps? Il n'y a pas longtemps pour moi. Il y a 7 mois. Hein? 7 mois. Ah oui, c'est tout récent. Oh.
Vous lui avez dit, cet après-midi, je vais faire une séance, est-ce que tu peux te manifester? Parce qu'elle nous dit, je t'ai entendu, je suis au rendez-vous. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la séquence d'aujourd'hui, mon père? Eh bien, elle était excellente. Comment on appréhende le fait que ça s'est bien passé, que les détails étaient vraiment probants? En voyant les réactions des gens qui reçoivent les messages de l'au-delà, il n'y a aucun doute. Je ne peux pas les considérer comme des illuminés, c'est pas possible. C'était tellement important. Alors, madame? Oui. Ça, c'était vraiment la preuve. Je suis venue aujourd'hui en demandant à ma maman de venir pour me laisser le message qu'il existe bien autre chose. Et donc, j'ai ma preuve aujourd'hui. Je l'ai. Quel que soit le nom que l'on met derrière ces messages, défunts ou pouvoirs télépathiques, une chose est sûre, c'est que le CNRS ne l'étudie toujours pas. Ce qui paraît Ce qui m'intéresse par rapport aux gens qui sont revenus d'une mort clinique, d'abord, c'est l'authenticité du cas. Et là, ça, il n'y a que les médecins qui peuvent le dire. Donc, je m'intéresse beaucoup aux témoignages recueillis par les médecins, les anesthésistes, les chirurgiens. Et là, je pense aux travaux exceptionnels publiés par le professeur Pim van Lommel aux Pays-Bas et le docteur Jean-Jacques Charbonnier en France. C'est des cas avec énormément de recul et beaucoup de patients, de gens dont ils avaient la preuve qu'ils étaient en état de mort cérébrale, de coma dépassé, et qui ont été réanimés. Et alors il y a une constante, hein. C'est vrai que plus de 90% de ces personnes reviennent avec la disparition totale de la peur de la mort, la disparition de l'égocentrisme, une sorte d'élan jubilatoire vers l'autre, une conscience d'une empathie avec tout le monde, alors quelque chose qui peut paraître un peu évangélique, un peu christique, mais qui est très profond et qui leur donne beaucoup de joie. Et en même temps, ils ont... Voilà, il y a un mélange de certitude, de sérénité et d'inconfort. Un inconfort au sens où on ne peut pas se contenter de réaliser ses rêves, de gagner de l'argent, d'être le premier, non, ça ne suffit pas. Pour être heureux, il faut que les gens qui nous importent le soient et que même ceux qu'on ne connaît pas nous renvoient une espèce de courant de bien-être. Et alors, ce qui est passionnant dans les travaux de ces chirurgiens, et qui vraiment va totalement dans le sens de l'authenticité de ce changement d'état de conscience, c'est par exemple les cas de NDE chez les non-voyants. Et il y a beaucoup de cas de gens d'aveugles de naissance qui ont été réanimés après une mort clinique et qui ont décrit les couleurs, les visages, les lieux, et même, dans certains cas, le numéro de la plaque inscrite sous leur lit. Comme si tout à coup la conscience était sortie de leur corps, et cette conscience qu'ils n'avaient jamais vue, qui n'avait pas le recours à la vision à l'intérieur du corps, tout à coup cette conscience avait accès à cet autre domaine de connaissance en étant apparemment déconnectée du corps. Voilà, on a des statistiques, des témoignages, des certitudes sur le plan scientifique, mais aucune réponse certaine sur ce qui se passe à ce moment-là. Donc le champ est encore libre pour l'exploration et ça me ravit.
J'ai entendu le chirurgien qui a dit « elle me pète entre les mains ». Et puis d'un seul coup, je suis sortie de mon corps. Je me suis trouvée donc au plafond. Flottant au-dessus du lit. Des personnes qui ont été plongées dans le coma mais ont vu ce qui se passait autour d'eux. Leurs récits présentent souvent des points communs. C'est un peu comme un aller-retour entre la vie et la mort. Longtemps considéré comme fantaisiste, le phénomène devient un sujet d'étude à part entière. Et les médecins sont très intéressés par le phénomène. On estime que 15 à 20% environ des personnes qui frôlent la mort vivent une expérience de mort imminente. Selon ces chiffres, nous pouvons faire des extrapolations suivantes quant au nombre d'expérienceurs, soit environ 20 millions en Europe et 12 millions aux États-Unis. Selon le docteur Pim von Lommel, le cerveau fonctionnerait comme un émetteur-récepteur. Je compare ça à une télévision, une radio ou un téléphone mobile. Le programme que l'on voit à la télévision est reçu par le poste et non pas produit par lui. Donc l'information reçue par un mobile, une radio, une télévision ou un ordinateur, ils reçoivent cette information et la codent sous forme d'ondes électromagnétiques. Pourquoi sont-ils revenus? Je pense que je suis revenue pour apprendre à aimer. Alors que je suis quand même une femme aimante, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai mon mari, j'ai même un public qui m'aime aussi. Il faut dire aux gens en fait qu'ils sont importants pour vous, qu'ils comptent dans votre vie, que oui vous les aimez, même si les gens sont pudiques par rapport à leurs sentiments et qu'ils n'osent pas toujours les exprimer. Qu'ont-ils retenu de cette expérience? Ça m'apporte une vision différente dans mon métier du départ des patients dans le coma ou des mourants dans les services de réanimation. Je crois que je les regarderai d'une autre façon. Est-ce qu'on peut tranquillement, comme le Petit Prince, aller à la mort en sachant que c'est difficile puisqu'on va quitter les siens, mais en sachant que c'est pas forcément cette castration ultime qu'on a voulu nous faire croire? Sommes-nous prêts en France à prendre au sérieux les témoignages et à accueillir un protocole de recherche? Je pense vraiment que c'est le moment. En plus de ça, beaucoup des médecins qui travaillent à Timone n'attendent que ça. Donc vraiment, on est prêts. Et s'il faut travailler plus, on travaillera plus. Ça, c'est vraiment pas le souci. Faux départ, un film documentaire de Sonia Barkala, disponible en DVD et VOD. La liste des projections est consultable sur le site s17production.com. Alors vous faites allusion bien sûr à votre propre expérience, vous en parlez de façon un peu sibylline, mais on va rentrer vraiment dans le fond des choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous, à quel moment, dans quelles circonstances là aussi? Voilà, peut-être que je donne un petit peu les circonstances. En fait, j'étais enceinte d'une petite fille. Et je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une enfant Distilbène, ce fameux médicament qui a donné lieu à beaucoup de procès et qui a fait que beaucoup de femmes de ma génération ont eu beaucoup de mal à avoir d'enfants. Donc j'avais déjà fait 3 couches tardives. Et j'étais enceinte quand j'étais tardive, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'accouchais donc d'enfants trop prématurés à l'époque. Et là j'étais enceinte d'une petite fille, j'étais presque à 6 mois. Et je me suis retrouvée au CHU d'Angers, hospitalisée, avec un hématome dans le ventre. Petit au départ et qui a grossi jusqu'à devenir aussi gros que le bébé. Et qui en fait a fini par expulser le bébé. Et donc j'ai dû accoucher en urgence. Et je crois que le père est médecin, il pourra peut-être en dire plus là-dessus, mais à un moment, la douleur était si intense, si ingérable, je crois que simplement que le corps humain est bien fait et les interrupteurs, voilà, le cœur a lâché. Donc tout est parti de là en fait. Tout est parti de l'histoire, oui, avec cette petite fille, tout à fait. Ouais. Et à partir de là, donc, c'est créé ce stade si particulier appelé aujourd'hui NDE. Voilà, alors en fait, il faut peut-être que je revienne un tout petit peu en arrière. C'est que dans cette chambre du CHU d'Angers, j'ai réalisé un jour, je me souviens de ce jour où
je risquais de perdre aussi cette 4e enfant. Et vous imaginez bien que d'un point de vue psychologique, j'étais dans un état de détresse, en fait, de dépouillement intérieur et de détresse. Et j'ai fait une prière au bon Dieu. Je lui ai dit, écoute, moi, la 4e, ça passe pas. Si jamais elle doit partir, si jamais elle doit partir, moi je partirai quelque part bien avec elle, quoi. Vraiment, j'étais au bout. J'étais dans un désespoir intense, vraiment. Et en fait, quand je me suis retrouvée au ciel, dans cette expérience, dans cette présence de Dieu le Père, d'un amour inconditionnel, je crois que le plus marquant pour moi, je dis toujours le mot inconditionnel, il est vraiment, vraiment très fade. Je crois que c'est ça. Inconditionnel, c'est fade quand on a fait cette expérience. C'est plus qu'inconditionnel. C'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de mots. Et là, j'ai su que j'étais libre. J'étais libre de rester là. J'étais libre de revenir. Mais pouvez-vous vraiment bien décrire cette étape-là que vous franchissez entre le moment où vous dites finalement j'ai plus d'espérance, il y a un mur qui se dresse devant moi, et puis le stade effectivement où vous en remettez vraiment complètement à la providence, où vous vous abandonnez finalement. Oui. En fait, la NDE se situe où là-dedans? En fait, je suis partie en salle d'accouchement très concrètement, et c'est pendant l'accouchement donc que j'ai fait un arrêt cardiaque, et je me suis Ça a duré combien de temps cet arrêt cardiaque? Écoutez, honnêtement, je ne sais pas. Parce que j'ai pas voulu demander après des détails. J'étais préoccupée, vous pensez bien, par d'autres choses. J'ai pas voulu demander des détails. J'ai entendu, j'ai des souvenirs où j'entends les infirmières, ça se passe mal, j'ai des bruits d'urgence autour de moi. Moi, je me suis sentie comme transportée, si vous voulez. Mais très rapidement, je me suis retrouvée baignée dans une lumière et dans l'amour. Voilà, si je peux le décrire ainsi. Donc vous avez vécu en partie les 5 étapes décrites habituellement en cas de NDE, à savoir le bien-être, la décorporation, le tunnel, la lumière, et puis finalement le point de non-retour au final. Alors le point de non-retour, donc alors peut-être qu'il faut que je poursuive un petit peu l'expérience elle-même de la NDE. Donc à ce moment-là, j'ai goûté à une liberté intérieure, c'est-à-dire que je revienne ou que je revienne pas, de toute façon j'étais aimée. Ça c'était une expérience très très forte. C'est une liberté intérieure, je crois que sur la Terre, je ne peux plus contacter à nouveau, et voilà. Donc, quoi que je fasse, de toute façon, j'étais vraiment royalement libre. Quand on dit vous êtes des enfants de roi, là, vraiment, j'étais royalement libre de faire mon choix. Et à ce moment-là, sont arrivés plein de gens. Alors là, quand ils parlent des robes blanches et des bandes, cette ambiance du ciel, plein de gens. Et alors, ce qui me reste gravé, moi, c'est dans les oreilles, c'est le son des voix. C'est comme c'est un son comme des milliers de clochettes autour de moi, toutes ces voix qui me disaient Myriam, Myriam, il y a tellement à faire. Vous arriviez à les identifier, ces voix? À les identifier, oui. À les identifier, vous voulez dire? À mettre un nom dessus? C'était des voix de personnes connues? De personnes, ça c'est clair. Ah oui, j'avais réellement le contact avec des personnes. Et connues, que vous aviez connues à l'époque? Non, je ne peux pas dire que je les connaissais. Non, j'ai pas rencontré, certains rencontraient des êtres de leur famille, des personnes. Oui. Non, c'était... des tas de gens qui étaient au ciel, et là ils m'ont dit mais Myriam, il y a tellement à faire pour Dieu sur la terre. Et là j'ai dit je reste, et je suis redescendue là le contraste est saisissant parce que c'est étonnant ce contraste. On redescend dans la souffrance. En l'occurrence c'était pas une souffrance, c'était la mort de ma fille. Donc j'avais là affronté ça. Ce contraste m'a marqué quand même. C'est pour ça que je dis toujours maintenant aux gens qui disent si un jour vous avez un charisme pour ressusciter les morts comme dans le film, surtout vous ne me ressuscitez pas. Vous me laissez partir. Voilà. Donc là vous êtes revenu et vous avez constaté donc le décès de votre fille, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc revenu bien sûr, on m'a apporté ma petite fille. Voilà. Finalement. On m'a apporté ma petite fille. Et après alors, c'est la grande question qu'on peut se poser, mais comment vit-on finalement avec ce fardeau-là? C'est un fardeau finalement d'avoir connu un tel hiver ouaté. Complètement déconnecté de la réalité, non? C'est un fardeau et ça donne de la légèreté. J'allais dire c'est les deux. C'est surtout... Bon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a plus peur de la mort. La mort n'est plus un mystère. Les angoisses de mort, je me souviens plus jeune, vers 35, 36 ans, vraiment des angoisses de mort, comme tout un chacun passe un jour dans sa vie. Parce que on pressent notre finitude. Tout ça est apaisé. En venant à votre émission hier dans l'avion, j'entendais des gens crier derrière, parce qu'il y avait beaucoup de secousses. Et c'est vrai, voilà, tout ça est apaisé.
Hein, il n'y a plus cette peur de la mort. Donc ça, c'est quand même très agréable dans votre vie. Hein. Et ça relativise, ça met à distance beaucoup de choses dans la vie. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quand même un grand changement. Le grand changement, ou si vous voulez, ça n'enlève rien aux souffrances de la vie, mais on est en paix avec la souffrance. Parce qu'on sait que la souffrance a un terme. Et qu'il y a autre chose que la souffrance dans la souffrance. Hein. Voilà. Vous avez perdu, vous, 5 enfants. 5 enfants. Et donc ça vous permet peut-être de relativiser le Alors fait là-dessus, je suis complètement. Alors là-dessus, je suis en paix. Alors, je ne dis pas que je souffre pas, j'ai ma souffrance de maman, hein, mais c'est une souffrance qui est apaisée. Et pour moi, c'est plus qu'une réalité, ils sont là. Ils sont là, et voilà, ils sont là. Je ne suis pas séparée de l'amour, je ne suis pas séparée des êtres que... La mort ne sépare pas, pour moi. Vous voyez, il y a une séparation charnelle, mais temporelle. Et je sais qu'on se retrouve. Est-ce que vous avez un besoin de lire un peu les Écritures pour essayer de vous nourrir un peu de toute cette forme de spiritualité-là? Est-ce qu'à travers les Écritures, vous arrivez à retrouver finalement un peu tous ces passages-là? Est-ce que c'est bien décrit dans les Écritures? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle dans les Écritures? Là, je crois que le Père, il sera plus à même. Oui, mais je vous pose la question à vous, en fait, avant d'en parler au Père. Oui, parce que c'est intéressant quand même. Oui, je n'ai pas porté cette réflexion avant de venir, mais c'est sûr que quand on lit pas mal d'évangiles, il citait aussi un passage dans le film, mais oui, que ce soit Lazare, là aujourd'hui nous sommes dans la semaine sainte. Au moment de l'enregistrement de cette émission, hein. Pardon? Qui n'est pas celui de la diffusion. Donc. Ah d'accord, ok, très bien. Ok, d'accord, ok. Oui, que serait le texte de Lazare, hein, quand Lazare sort du tombeau, hein, ce passage-là. Et il y a un moment qui me touche beaucoup. Je pense souvent au moment où le Christ n'est pas encore ressuscité, il est encore dans son tombeau. Il vient de déposer son linceul et il va sortir pour annoncer aux hommes la résurrection. C'est-à-dire ce moment où la mort a été vaincue. Et ça me renvoie beaucoup à ça, à cette joie-là. Je voudrais sentir une seconde la joie du Christ à ce moment-là. Parce que c'est un petit peu la joie que j'ai goûtée. C'est-à-dire que je sais en moi que cette mort a été vaincue. Voilà. Donc ça me renvoie évidemment à tout le récit de la Passion. Et à ce moment où Jésus, ce qui me revient souvent, où Jésus dit « Voici que je fais toute chose nouvelle ». Je sais que toute chose peut être nouvelle maintenant. Voyez? Voilà. Donc aujourd'hui, vous analysez ça comment? C'est comme une grâce que vous avez reçue? Oui, c'est un cadeau. Un cadeau du ciel? Mais je crois que c'est un cadeau parce que quand on est dans la détresse, Dieu répond toujours. J'ai vraiment crié vers Dieu. Parce que j'étais vraiment dépouillée. Et ça aussi, quand je me suis trouvée dans cet amour, Dieu m'a montré que cette détresse-là était le lit de sa grâce. Parce que j'étais dans un tel état de nudité intérieure que ma prière était vraiment vraie. Et qu'elle est allée comme... Bon, il m'a montré, moi j'ai une image comme ça, mais comme une flèche en or qui allait dans son cœur. Parce qu'il n'y avait plus de retour sur moi, il y avait vraiment un dépouillement total. Voilà. Il n'y a pas un sentiment peut-être de surpuissance aujourd'hui qui pourrait se dégager un peu de tout ça, le fait d'avoir... Non, de surpuissance. D'avoir vécu ce que 9 dixièmes des gens, quoi, 9 dixièmes, oui. 99% des gens n'ont pas pu vivre. De surpuissance, non, au contraire, parce que je dirais plus une expérience de la puissance de l'amour de Dieu, oui, ça oui, et un désir peut-être d'en avoir pris un petit peu comme ça au ciel, dire à mes frères et sœurs que je rencontre tous les jours, c'est ça, vous êtes aimés comme ça, voilà. J'ai eu quelque chose d'assez étonnant. Je me voyais, effectivement, mon corps nu, avec 7 tuyaux, et j'avais effectivement 7 tuyaux dans le nez, dans la bouche, dans le ventre, sur le côté. Je me voyais exactement comme j'étais, sur une table, attachée, oui. Comme si j'étais au-dessus de moi, et je me voyais parfaitement bien. Et là, dans une pièce, je me rappelle, la pièce était jaune, et là, des gens, mon père, ma mère, qui sont décédés, et des amis très intimes, qui sont décédés aussi, le docteur Uldry, Monique, une grande amie qui est décédée, qui sont venus en personne, et qui sont venus me parler. Tous en même temps, ils sont rentrés, puis on a parlé. Et leur discussion n'était pas du tout de me dire « Ah, c'est extraordinaire ce qui t'arrive ». Non, non, c'était une discussion
Ah ben tu viens nous rejoindre, une discussion très cordiale, très amicale, où personne n'essayait de convaincre personne. Et ça a duré, j'ai l'impression que ça a duré un certain temps, évidemment je ne peux pas vous le dire, peut-être c'était une seconde, peut-être c'était 2 heures, je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que ça a duré très longtemps, où j'ai parlé avec ces gens-là, et où ils me disaient, viens nous rejoindre, viens, voilà, c'est fini. Et je me souviens que j'étais d'accord, oui, mais je trouvais ça après tout, que c'était une bonne idée de retrouver ces gens-là et puis de m'en aller. Alors, mon esprit est parti, c'est mon corps apparemment qui a refusé de partir, parce qu'après 3 jours où j'étais en train de mourir, là, les médecins sont aperçus que la machine redémarrait, mais totalement à mon insu bien sûr, et je pense avoir revécu cette même expérience une 2e fois. Or, ensuite, j'ai été me documenter. Ça, c'est la déformation des gens qui font de la science. Alors, ensuite, j'ai été me documenter. Et c'est ce qu'on appelle NDE, Near Death Experience. Mais avant de parler de la documentation, quand vous avez expliqué, je voyais mon corps. Je voyais mon corps qui était intubé. Oui. Bon, est-ce que c'était une vision extérieure au corps qui voyait ce corps sur son grabat, ou est-ce que vous vous sentiez extérieur au corps? Non, je ne peux pas répondre à ça, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression. Non, c'était moi, mais je me voyais comme ça. Je n'avais pas l'impression d'être déjà sorti de mon corps, si c'est ce que vous voulez dire, pas du tout. Non, j'avais l'impression de me voir comme j'étais, comme si on avait une autre dimension. Mais parfois, oui, c'est ce que j'allais dire. Parfois, on peut avoir le sentiment, même sans se voir nécessairement, qu'on est attaché. Mais vous aviez l'impression de vous voir. Oui. Je me voyais très bien, je voyais les gens rentrer, puis on se parlait très gentiment, mais personne n'a essayé, on n'a pas essayé de se vendre, de se convaincre, de discuter, d'argumenter, on n'a pas parlé de religion du tout non plus. Mais il y a parfois des dimensions que l'on peut avoir, on peut avoir un rêve que l'on fait, mais on le sait que c'est un rêve. Aujourd'hui, quand vous retournez ou quand vous repensez à cette expérience, est-ce que c'est plus que la dimension de rêve? Est-ce que... Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Moi, quand j'ai repris connaissance, après 7 jours, j'ai pensé à ça rapidement. Mais bon, là, j'étais paralysé, très souffrant, sous des hautes doses de morphine. Alors évidemment, c'est difficile de savoir exactement. On sait très bien que notre cerveau ne fonctionne pas très bien dans ces conditions-là. Puis on a d'autres soucis. On a des soucis très concrets liés à la douleur. On a des soucis très concrets parce qu'on a soif, parce qu'on a mal, et ainsi de suite. La raison de la prudence, vous savez, quand on étudie la physique ou autre, on s'aperçoit que finalement, comme être humain, on est un paquet d'atomes. Vous êtes un paquet d'atomes, je suis un paquet d'atomes, cette table, ce verre. Alors, si on ne pense qu'à ça, scientifiquement parlant, entre guillemets, on se dit comment un paquet d'atomes peut avoir des sentiments. Et c'est là qu'on pense qu'il peut y avoir autre chose. Que cette autre chose soit l'Église, que ce soit n'importe quoi, il peut y avoir autre chose. Parce que je me dis, si on est juste un paquet d'atomes à base de carbone, puis ensuite on a évolué, comment ces atomes peuvent avoir du sentiment? Et c'est là qu'on se dit qu'il y a autre chose. Quoi, je ne sais pas. Mais il y a probablement une autre dimension, parce qu'autrement, les sentiments, l'amour, si on était juste des atomes, on voudrait manger, on voudrait se reproduire, on voudrait défendre un territoire, un petit peu comme des animaux. Mais Alain, on se connaît assez bien, vous et moi, je vous connais, vous êtes un homme qui aimait la compétition, vous l'avez éprouvé dans le passé, et on connaît la rigueur. Mais est-ce que ça change de vivre cette expérience? Je dirais que j'avais déjà commencé à penser à des choses plus fondamentales. C'est-à-dire que des choses comme l'amitié prennent une proportion absolument extraordinaire. Les relations avec les amis, avec la famille, prennent une proportion extraordinaire. Le reste, c'est des choses qu'il faut faire. Mais la notion d'ambition, la notion de réussite, ces notions-là deviennent très aléatoires. Et d'ailleurs, je suis revenu à Radio-Canada au moment où tout le monde annonçait des coupures, c'était la catastrophe ici, et je voyais les gens absolument déprimés. Je n'ai vu pleurer autour de moi parce qu'ils étaient mis à pied, d'autres, tous les jours on voit ça ici, tout le monde se demande ce qui va arriver.
Et là, je me sens un petit peu comme un personnage. Je devrais me faire de soucis, mais je me sens comme un personnage en disant, bon, on verra bien ce qui arrive, c'est pas ça le plus important. Mais pourquoi faut-il attendre de vivre une telle expérience pour prendre conscience de cette dimension humaine? Parce que dans la dimension humaine, on en prend conscience. Oui. Avant, on la vit quand même. Avant, il ne faut pas exagérer. Mais c'est parce qu'avant, souvent, on a des charges. cette dimension de l'essentiel. Mais avant aussi, on a cette dimension. Mais on la voit en noir et blanc, tout d'un coup, après, on la voit en couleur. C'est dans le sens qu'avant, vous avez souvent, enfin, moi j'avais une famille, j'ai des enfants, il faut les élever, il faut amener de l'argent pour la soupe, le loyer, puis acheter une paire de chaussures de temps en temps. Il y a toutes ces obligations, toute cette routine qui est là et qui nous absorbe un peu. Et puis, là, il nous arrive quelque chose, ça nous donne le temps de respirer, de voir les choses autrement. Et puis, des valeurs qu'on connaissait déjà, on se décide tout d'un coup de dire, bon, ben, maintenant, c'est ça la priorité. Est-ce que ça change votre attitude face à la mort? On aura à y penser tous, ça nous arrivera tous. Alors, je suis très heureux que vous soyez avec moi et que les médecins aient réussi et que vous ayez réussi en quelque sorte. Ce qui m'a étonné, parce que j'y ai pensé, j'ai même écrit un peu là-dessus, ce qui m'a étonné, c'est que je trouve ça parfaitement naturel, ça me fait absolument pas peur, c'est quelque chose que j'ai vécu une fois, parce que moi je mourais, et j'ai dit au revoir aux gens que j'aimais, je trouvais ça naturel, je trouvais ça facile, finalement. Ça m'a surpris, mais je trouvais ça facile. Alain Bourgognon, encore une fois, nous sommes heureux de vous avoir avec nous, et puis merci d'avoir accepté de nous en parler. Les gens qui ont vécu des NDE, puisque vous m'interrogiez sur eux, ces gens-là sont devenus beaucoup plus simples par rapport à ça. Ce sont des gens qui sont devenus fondamentalement simples. Ils vous disent 3-4 choses. La première, c'est qu'ils vous disent qu'il n'y a pas de mot humain pour décrire ce qu'ils ont vécu. Et donc, ils devraient la boucler. Mais par ailleurs, ils ont très envie de parler. Ils utilisent des mots qui décrivent quelque chose d'indescriptible. Donc ils utilisent en fait des symboles. Nous, à notre époque, nous sommes très mal outillés. C'est une des choses où au XXIe siècle, la spiritualité laïque devrait faire des progrès, c'est de comprendre ce que c'est qu'un symbole. Nous, on croit qu'un symbole, c'est un signe ou une métaphore, on mélange tout. Les gens qui ont vécu une NDE savent qu'un symbole, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça. C'est comme une espèce de passerelle avec un autre monde, mais qui les transforme totalement, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Ça les métamorphose. Je suis bien de mon époque, j'ai du mal à comprendre exactement. Si je n'avais pas vécu moi-même des expériences symboliques ultra puissantes qui ont changé ma vie, mais j'ai du mal à le décrire. J'aurais du mal. Alors il y a cette première chose. La seconde, c'est que les gens qui ont vécu une NDE, souvent, vous disent que leur système de valeurs a complètement changé et que ce qui était important pour eux jusque-là, les grandes choses, en bien ou en mal, les grands honneurs ou les grandes hontes, n'avaient en réalité aucune importance, que ça s'était joué en dehors d'eux parce que c'était déterminé par des choses qu'ils ne maîtrisaient pas, alors que par contre, ce qu'ils maîtrisaient vraiment, le guidon du petit vélo qu'ils tenaient vraiment dans leurs mains, et qui est les détails de chaque instant, le ici et maintenant, dont parle tout le monde, que ça, ils s'étaient rendus compte qu'ils l'avaient complètement négligé. Et donc qu'ils avaient accordé de l'importance à quelque chose qui n'en avait pas, et que par contre, ils avaient totalement négligé ce sur quoi ils avaient du pouvoir. Donc ils revoient, ils essaient, pas facile, mais ils essaient de revoir leur vie de manière comme ça plus modeste et plus attentive à la présence de chaque instant. Et puis la troisième et dernière chose, c'est qu'ils ont quelquefois revécu toute leur vie. Et quand ils revivent toute leur vie, ils vous disent qu'ils l'ont revécu en empathie. J'ai été hospitalisé pour une grave maladie, une pancréatite aiguë.
Et lors d'une crise, les dernières choses que j'ai entendues, ça a été les médecins qui ont dit on le perd, on le perd. Et là, j'ai basculé dans une autre dimension. Alors c'est une maladie où la douleur est extrêmement forte et tout d'un coup, je n'ai plus senti du tout la douleur. Je me suis senti bien. Il y a eu un épisode extrêmement bref, mais pas très très marquant, où je me suis sorti de mon corps et j'étais retenu par un petit fil, une sorte de fil d'argent. Mais bon, c'est pas un épisode qui m'a vraiment marqué parce que ça n'a pas duré vraiment. Et puis ensuite, je me suis retrouvé aspiré. Je flottais, j'étais dans une sorte de tunnel. C'était un tunnel qui était plein de couleurs. Il était bleu, azur et vert émeraude. Et puis j'étais aspiré par ce tunnel et tout d'un coup, je suis arrivé à une limite. Et il y avait comme une sorte de ligne invisible par terre. Et il y avait un avant et un après. Et là, j'ai vu quelque chose qui sans doute est le côté le plus extraordinaire de cette expérience, c'est j'ai vu une sorte de bille de lumière extrêmement dense. C'était une sorte, je pourrais décrire ça comme un atome très très resserré sur lui-même, très très compact et extrêmement lumineux. Et cette bille de lumière a pris la forme d'un ange, mais j'ai senti tout de suite que c'était quelque chose de pédagogique, c'est-à-dire que cette bille qui a pris la forme d'un ange, c'est en fait qu'un assemblement de matière particulier, mais elle aurait pu prendre n'importe quelle forme. Bon, c'est comme ça qu'elle s'adressait à moi, parce que je vis dans un certain contexte, on peut me faire comprendre, voilà, je suis l'ange. Et là, cet ange s'est comporté comme une sorte de policier gérant la circulation sur la route, et a fait un geste comme ça, en disant « il n'est pas encore temps ». Voilà, un geste comme ça, et après, je suis revenu et j'ai réintégré mon corps et j'ai regardé tout le monde autour de moi, un peu l'air effaré. Et derrière cette limite, c'était la mort. Donc il n'est pas encore temps, j'ai interprété comme il n'est pas encore temps de mourir, c'est pas le bon moment, donc il faut revenir sur Terre. Et voilà. Et alors là, j'étais là avec ça. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse de ça? Comment fallait-il que j'interprète ce message? Surtout, ça posait quand même pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y avait après? Je précise qu'à l'époque, j'étais totalement athée. Mais athée vraiment militant, c'est-à-dire que je ne croyais absolument à rien et je ne perdais pas une seule occasion de le dire. Puis aujourd'hui, c'est un peu étrange. Alors c'est la partie la plus difficile justement de cette expérience. C'est qu'aujourd'hui, si on me pose la question, est-ce que tu crois ou est-ce que tu ne crois pas, je dirais que la question ne se pose pas dans ces termes. Il n'est pas encore temps, ça voulait dire, bon, Olivier, nous avons choisi pour toi que voilà, tu n'allais pas mourir, tu vas revenir sur Terre, donc tu vas accomplir ta mission. Alors ta mission, c'est pas Jeanne d'Arc, brandir un oriflamme, je sais pas quoi, c'est pas une mission mystique, c'est pas une mission d'une grosse grandeur, non, c'est Olivier, t'es Olivier, donc maintenant tu reviens sur Terre et tu dois t'accomplir en tant qu'Olivier. C'est-à-dire que voilà, je serai femme de ménage, mon principal but dans la vie, en revenant sur Terre après une telle expérience, ce serait d'être la meilleure femme de ménage, d'utiliser le mieux possible les produits, de rendre les maisons les plus propres possibles, pour que les gens au service duquel je suis soient le plus heureuses possible. Je suis la personne qui était ramenée sur la vie terrestre. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que cette vie que je vis aujourd'hui est une vie matérielle, terrestre, très concrète. Il ne m'est pas demandé de faire des discours sur ce que peut être la spiritualité, la religion, sur les certitudes d'une vie après la mort. L'expérience ne sert à rien en elle-même. Ce qui va donner du sens à l'expérience, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Moi aujourd'hui, je suis dans une dimension d'amour.
Mais l'amour, si je rencontrais un rabbin orthodoxe ou un imam un peu à cheval sur les principes, ou un chrétien qui me sortirait sa théologie, il me dirait l'amour, c'est de respecter telle règle, et puis de ne pas enfreindre telle autre. Moi, je dirais aujourd'hui, tout est pur pour les purs. Je dirais aujourd'hui que la personne qui ne fait pas de mal à l'autre, si elle respecte déjà rien que cette morale, alors quand je dis ne pas faire de mal à l'autre, attention, c'est subtil. On fait tous les jours du mal à l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit faire en sorte de ne pas faire du mal consciemment à l'autre. C'est-à-dire que si on blesse quelqu'un parce qu'on a dit une parole qui peut être méchante pour lui, mais sans l'avoir voulu, tant pis, c'est pas grave, parce qu'on s'en rend compte et puis on peut le rattraper. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui a changé vraiment fondamentalement, c'est que je ne peux pas consciemment me dire, cette personne-là, je vais l'arnaquer, je vais lui faire du mal, je le sais, je vais en tirer un petit avantage premier, tout de suite. Ça, je ne peux pas le faire. Une NDE, c'est pas simplement pour soi, c'est aussi pour les autres, pour leur dire, vivez avec un plus de vie, avec une plus grande intensité, avec plus de couleurs. Et ça, c'est facile. Au départ, c'est des petits cailloux. Hein. Bon, on n'y arrive pas beaucoup, mais si dans son entourage proche, on commence, voilà. Je crois que les grandes idées sur la spiritualité, non, ça n'a rien changé. Mais les petites idées dans son entourage proche, peu à peu, faire des petits efforts chaque jour. Souvent, quand on entend parler d'une NDE, on se dit, voilà, la personne qui a vécu une NDE, c'est uniquement positif. Et cette personne va devenir en quelque sorte une sorte de sage qui va être aimable avec tout le monde. Et c'est pas, je dis pas que ce n'est pas le cas pour d'autres personnes. En tout cas, moi, cette expérience a des effets de bord qui sont positifs et aussi des effets de bord qui sont négatifs. Après la NDE, on est plus dans quelque chose de zen, où blanc-noir, jour-nuit sont des concepts qui ont du sens. Donc ensuite, pour les traduire, c'est difficile. Alors, pour répondre concrètement à la question, effectivement, il se passe un phénomène de grande ouverture aux autres. On les comprend, on ressent tout homme comme frère mortel, qui, de toute façon, même s'il n'est pas encore temps à un moment donné, il sera temps à un autre moment. Donc de toute façon, nous finirons tous par mourir. Ayant conscience de ça, nous avons conscience de l'urgence de la vie. Nous sommes embarqués dans un bateau où l'autre est comme nous, il ne fait pas nécessairement ce qu'il veut, il se débrouille comme il peut par rapport donc à la vie. Et donc cette ouverture, effectivement, il y a une plus grande indulgence, une plus grande compréhension de ce que peut vivre l'autre, un relativisme total des idées. Nous disons, voilà, nous reconnaissons que tu vois le monde dans une certaine couleur, moi je la vois dans une autre, mais nous ne cherchons plus à essayer de convaincre. Ce que je trouve fabuleux, c'est que ces trois choses toutes simples, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que veut dire le symbole, essayer de... Bon, ça, c'est pas tout à fait simple, mais enfin, c'est un programme intéressant. S'attacher aux détails et comprendre que ce que je donne est à moi et me constitue, ça donne pour moi une éthique. Ça donne une règle de vie. C'est-à-dire que ces rescapés de la mort incroyables, de plus en plus nombreux à mesure qu'on améliore les techniques de réanimation, nous donnent une règle de vie simple. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au Monde du Graal, le magazine qui souhaite construire un pont vers le nouveau savoir spirituel. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un thème qui touche de très près chacun d'entre nous, même si au quotidien nous cherchons plutôt à l'éviter, la mort.
Nous vivons à toute allure, avec des milliers de plans et de projets en tête, mais nous fuyons le fait le plus inévitable de notre vie. Nous refoulons l'idée que nous devrons tous mourir un jour. La mort est un thème tabou dans notre société. Nous laissons à nos philosophes ou à nos théologiens le soin de réfléchir sur ce sujet désagréable, sous le prétexte que de toute façon, nous ne pouvons rien apprendre sur la mort. Pourtant, comme notre premier reportage le montre, de plus en plus de gens sont en mesure de relater des expériences de mort imminente. Cela fait déjà longtemps que la mort, thème central de toutes les religions, n'est plus réservé aux seuls théologiens. Depuis 30 ans, une branche de la recherche s'occupe spécialement de la mort, la thanatologie. Au cours des 10 dernières années, on a recensé dans le monde entier des milliers de cas où des personnes se sont trouvées en état de mort imminente avant de revenir à la vie. Un grand nombre d'entre elles rapportent des phénomènes étranges. D'un seul coup, on plane. On se dit, voilà, ça y est. On passe par un tunnel. Tout est noir. J'ai vraiment pris peur. Je me suis demandé, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est fini? Et d'un seul coup, la lumière est apparue. Elle avait une certaine chaleur. Elle irradiait de l'amour. J'étais attirée par elle. C'est difficile à décrire. La seule chose qui m'a énormément oppressée a été de voir ma mère assise à côté du lit, en pleurs. Mais j'étais complètement attirée par cette lumière, par l'amour. Et d'un seul coup, j'ai vu mon père dans la lumière. Je ne comprenais plus rien. Je me suis dit, mais il est mort, comment peut-il être là? Il m'a tendu la main comme pour dire « Viens, je vais t'aider ». Cela a été dur pour moi, j'avais envie d'aller vers mon père. Cet amour, cette sensation de protection était irrésistible. De l'autre côté, je voyais ma mère assise au bord du lit et je me disais « Tu ne peux pas la laisser seule ». J'ignore combien de temps ça a duré, mais d'un seul coup, la main de mon père s'est retirée et j'ai su que c'était fini. Je savais que si je saisissais sa main, je ne reviendrais plus jamais. Mais elle s'est retirée. Je suis revenue à une vitesse vertigineuse dans mon corps. Et immédiatement, j'ai de nouveau ressenti la douleur. Ça a été une expérience décisive pour le reste de ma vie. En 1975, j'ai eu un accident de voiture où j'ai perdu connaissance. Des hommes allongeaient mon corps sans vie sur la route, mais je vivais. Je me sentais dans un corps léger mais entier. J'allais bien. J'ai remarqué que je planais au-dessus de toute la scène. J'étais assez loin. Pourtant, j'étais en mesure de voir et d'entendre tout ce qui se passait sur les lieux de l'accident. Mon petit garçon, qui se trouvait aussi dans la voiture, était là, en larmes. Je voulais m'approcher de lui, mais je n'y arrivais pas. C'est seulement quand ils ont mis mon corps dans l'ambulance et que Franck s'est assis à côté que moi aussi je suis montée. Je ne comprenais pas pourquoi il regardait mon corps sans vie en pleurant sans arrêt. Puisque j'étais là, que j'allais bien, et que je m'étais rapprochée exprès de lui pour le consoler. Ça m'inquiétait qu'il ne remarque rien. De telles expériences sont-elles des hallucinations, des impressions subjectives, ou plutôt une sorte de rêve? La thanatologie s'est penchée avec une rigueur scientifique sur ces faits, comparant des milliers d'expériences de mort imminente. Les personnes concernées ont eu l'impression d'être tirées à travers un tunnel obscur, jusqu'à se retrouver en dehors de leur corps. Une lumière très brillante, plus rayonnante que tout ce qu'on peut imaginer sur Terre, fait aussi partie de cette expérience.
Ces études ont montré quelque chose d'étonnant. Tous ces gens ont décrit une situation de transition très similaire, quelle que soit leur religion, leur âge, leur niveau d'instruction ou leur culture. Beaucoup racontent avoir été accueillis par des parents ou des amis défunts, dont l'apparence physique ou l'âge était indéfinissable. Enfin, tous ceux qui se sont trouvés ainsi au seuil de la mort sont unanimes sur un point. Leur vie en a été complètement bouleversée. Cette expérience a complètement changé le reste de ma vie. Moi qui me demandais constamment qu'est-ce qui continue à vivre une fois que le corps est mort, j'ai trouvé ces réponses parce que je les ai cherchées. Et puis, j'ai aussi changé d'avis à propos des dons d'organes. J'ai décidé de ne rien recevoir et de ne rien donner. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, je travaille avec des patients plongés dans le coma. Ils ne sont plus sur Terre, mais pas encore de l'autre côté. Un de ces patients est dans cet état depuis 5 ans déjà. Pendant ce temps, personne ne lui a jamais parlé de ce qui se passe quand on part. Personne ne lui a dit que s'il voulait, il avait le droit de partir. Alors je reste près de lui avec mes instruments de musique et au bout d'un certain temps, il se détend. C'est à ce moment-là que je lui raconte ce que j'ai vécu. Cela fait 4 mois que je travaille avec lui et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Sa famille et le personnel soignant voient qu'il est de plus en plus calme. Parfois, quand je lui parle de ces choses, on sent qu'il est vraiment serein. De cette façon, on peut réellement l'aider à ne plus avoir peur de la mort et à regarder dans la direction où il peut aller.